peu, ouais. Ça ne dérange pas, mais bon. Je t'ai calé l'indicatif là, il va s'enchaîner. Ou tu veux sur la Non, non, c'est bon. Allez. Ah, tu fais un bon reporter. Moi je veux vos boucles d'oreilles. Vous les avez achetées où, vos boucles d'oreilles? Je les veux. Ah, il n'y en a qu'une paire au monde, c'est pour moi. Elles ont été faites. D'abord, vous n'êtes pas coiffeur, vous? Non, mais je peux le devenir. Non, j'ai demandé. Moi, j'ai une fille qui est dans le milieu du spectacle, donc deux choses différentes. Non. Alors vous, ça sera un micro et je sais pas quoi. Oui, un casque. Ah ben voilà, bah non. Bon, Elles ont été tant faites pis. pour moi. En tout cas, ça nous va à ravir. Merci. Il a touché le téléphone de son mari. À mon avis, tu vas le réveiller. Tu vas te faire engueuler. Bah, je vais Bonne mettre de émission. mauvaise humeur en plus. Merci beaucoup. Vas-y, fais-le, tu verras ce soir. Au Bac plus 2, le seul critère de sélection pour intégrer ce diplôme universitaire est d'avoir un Téléphone projet sur silencieux. personnel ou professionnel avec les sciences forensiques, Ouais. c'est-à-dire l'ensemble des méthodes d'analyse pouvant C'est fait, servir au patron. travail d'investigation, Merci, d'enquête, chef. journaliste, médecin, personnel des forces de l'ordre, d'entreprises de Allez, on va faire une sécurité, petite de photo. compagnies Tiens, quand tu d'assurance penses, sont notamment ciblées. C'était vos informations proches de chez vous sur IDFM Radio Anguin. La matinale, IDFM Radio Anguin, Christophe Caron. Très bonne journée, merci d'avoir suivi la matinale depuis 7h sur IDFM Radio Anguin avec RFI, vos informations proches de chez vous, différentes chroniques et des cadeaux encore et toujours à gagner sur notre page officielle Facebook IDFM Radio Anguin. Elle arrive dans un instant. En tout cas, merci C'est beaucoup à tous d'être là. pour un nouveau bar Y a de pas de l'économie Ça fait plaisir. jusqu'à 10h30. À demain. Et vous allez voir, on a 1h30 d'émission, mais ça passe très vite. Bon, comme d'hab, à la fin des infos. C'est obligé de mettre le casque. Non, mais il faut bien parler devant le micro. Hein. Chouette. Le casque, c'est pour vous entendre quand vous vous déportez. Il y a qu'on me mette aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans la bonne humeur parce que ça y est, la grève est finie. Les RATP et SNCF doivent logiquement fonctionner. Je vous en parle dans quelques minutes. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons parler, c'est un spécial artisanat et métier. Et puis nous allons aussi parler des changements concernant les micro-entrepreneurs avec notre start-up du jour. Alors vous pouvez interagir bien sûr sur la vidéo live via Facebook, page Bar de l'économie, et nous écouter toujours en FM 98.0 et puis aussi sur Internet, la web radio idfm98.fr, comme cela, quel que soit l'endroit d'où vous êtes dans le monde, vous pouvez nous entendre et nous parlons français. Eh bien, bienvenue à tous mes invités du jour. Et pour cela, j'accueille tout de suite Catherine Montesantos. Bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes chef d'entreprise d'un salon de coiffure. Vous représentez plusieurs fédérations, la Chambre de métiers et de l'artisanat, l'Union nationale des entreprises de coiffure, la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services et l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, une grosse force patronale. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis à nos côtés, Marcel Foubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier de l'UDP, vous représentez aussi la Confédération générale de l'alimentation de détail. Vous êtes aussi président adjoint des syndicats de boulangerie, puisque c'était votre métier. À nos côtés, Serge Lecroller, bonjour. Bonjour. Vous représentez la CNAMS et vous êtes aussi vice-président du Val d'Oise de cette confédération. Vous êtes aussi un ancien administrateur de la Chambre des métiers. Vous avez œuvré là-bas dans le Val d'Oise, bien sûr,
1995 à 2015. Et puis vous, votre métier, c'est la cordonnerie. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Vous êtes installé à Enghien-les-Bains. À nos côtés, Yves Elie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise dans le chauffage à l'entreprise CHC. Vous faites de l'installation de systèmes de chauffage central. Vous êtes administrateur de la Chambre de métier et de l'artisanat du 95. Vous êtes vice-président également de la CAPEB du 95 et d'Île-de-France. Et vous êtes aussi adhérent à l'U2P. Alors tous ensemble, on parlera bien sûr retraite, poids des normes, apprentissage de vos métiers, de formation. Et puis bien sûr, je vous demanderai si les grèves ont pesé sur vos activités. On parlera également d'apprentis. Et puis de plein d'autres sujets. Et enfin, à nos côtés, notre start-up du jour, Philippe Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Captain Contrat, que vous avez créée avec votre frère en 2013. Alors, votre société propose à travers une plateforme des services d'automatisation de tâches juridiques. Et donc, on verra exactement lesquels. Et puis, avec vous, eh bien, des informations, car il y a des changements cette année. Alors, c'est pas moi qui vais les donner, les changements, c'est vous, concernant les micro-entreprises notamment. Et on verra ça dans quelques minutes, car tout de suite, quelques infos du jour. Alors, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, eh bien, l'UNSA RATP, le premier syndicat des transports parisiens, annonce la suspension de la grève sur une majorité de lignes et décide de réorienter, je cite, le mouvement à partir d'aujourd'hui pour reprendre des forces, disent-ils. Le syndicat appelle tout de même à poursuivre le combat contre la réforme des retraites et à se mobiliser dans le cadre des mobilisations interprofessionnelles qui auront lieu le 24 janvier. Après 46 jours de grève illimitée dans les transports d'Île-de-France, le mouvement est sans doute à un tournant. Et donc, les assemblées générales de 3 lignes ont décidé de maintenir la grève. Donc, les lignes qui ne fonctionnent pas, c'est le RER B, ou mal en tout cas, c'est le RER B, la ligne 5 et la ligne 13. Catherine Montesanto, vous voulez sans doute parler de l'impact des grèves. L'impact des grèves sur l'artisanat et le commerce de proximité a été vraiment très très fort. Les gens ont beaucoup déserté les entreprises en fin d'année. Alors il y avait déjà l'année dernière avec les Gilets jaunes, cette année avec la grève. C'est compliqué et je pense que ça va avoir de forts impacts sur la vie en général et sur le pouvoir d'achat. C'est ce que nous verrons quand les analyses seront faites définitivement. Yves Elie, vous voulez aussi intervenir sur ce thème? Oui, moi je tenais à dire que si l'inquiétude est légitime et si les gens ont besoin de faire entendre leur opposition à un système de retraite qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas, les moyens qui ont été mis en œuvre, qui sont ceux des grèves traditionnelles, entre guillemets, qui bloquent l'économie des petites entreprises et surtout de l'artisanat, ne sont pas forcément les bons moyens. Et je suis plutôt content de voir qu'aujourd'hui, ils envisagent d'autres moyens de pression sur le gouvernement que celui de fragiliser une économie sociale qui est celle de l'artisanat, qui est déjà, par essence, assez fragile dans un domaine où la concurrence fait rage et où le dumping social fait rage aussi. Merci beaucoup pour ces deux commentaires. Alors, autre info, c'est un petit rendez-vous. Les 5 et 6 février se tient la 27e édition du Salon des entrepreneurs de Paris. Comme chaque année, ce salon sera le temps fort dédié à la création et au développement des entreprises innovantes, avec plus de 65 000 entrepreneurs accompagnés. La SDE de Paris affirme son statut d'accélérateur de croissance et catalyseur d'énergie. Ils organisent donc ce forum, ce salon. Entreprendre for good, ce sont des créateurs, des startups, des franchises, des indépendants, des artisans qui viendront ensemble exposer, se former même, s'entourer, s'inspirer, se connecter. Il y a des parcours spécifiques pour répondre aux enjeux de l'entrepreneuriat. Il y a un parcours START qui offre des conseils, des dispositifs pour construire son projet, accompagnement, aide et formalités, implantation. Et puis il y a le programme Boost qui propose des services, des solutions pour faire grandir et développer son activité, financement, numérique, international, recrutement, innovation. Vous y retrouverez d'ailleurs le pôle de développement économique de Roissy Dev Aérotropolis et ses partenaires qui seront présents avec leur guichet dédié aux entreprises du Grand Roissy
au cours de ce salon. Alors, où ça a lieu? Eh bien, c'est au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot. C'est le mercredi 5 février, ça démarre. Ça dure 2 jours, 5 et 6 février, de 9h à 19h. Donc, je rappelle, Porte-Maillot, Palais des Congrès. Philippe Wagner, vous y serez? Oui, alors nous, on va y aller évidemment avec Captain Contrat, et puis j'invite tous les porteurs de projets à y aller, parce que c'est vrai que dans un moment, on va dire, de la société où on cherche à simplifier la création d'entreprise, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de créateurs, c'est important de créer des moments de rencontre, justement pour ouvrir le créateur d'entreprise à un certain nombre de partenaires, parce que finalement, au démarrage, on n'a personne. Donc soit on va sur Internet pour se faire accompagner, c'est d'ailleurs l'objet de Captain Contrat, ou alors on peut aller à des événements, comme c'est le cas du Salon des entrepreneurs. Donc vraiment, c'est une super initiative et il faut y aller parce qu'il y a énormément de richesse dans les rencontres qui se font là-bas. Voilà, puis c'est dédié Paris-Île-de-France, donc c'est intéressant, nous qui sommes la radio d'Île-de-France. Autre info du jour, c'est Microsoft qui a dévoilé mi-janvier son objectif ambitieux de réduire et à terme d'enlever son empreinte carbone. Vous savez qu'on accuse bien sûr les ordinateurs de réchauffer la planète. Donc d'ici 2030, Microsoft aura un bilan carbone négatif, disent-ils, et d'ici 2050, ils veulent retirer de l'environnement tout le carbone qu'ils auront émis depuis leur création en 1975, que ce soit directement ou par la consommation électrique. Cette stratégie comprend le fait de ramener donc à zéro d'ici le milieu de la décennie leurs émissions directes. Alors, Microsoft va aider ses fournisseurs et ses clients dans le monde entier à réduire leur propre empreinte carbone et pour cela, ils vont créer un fonds d'innovation climatique d'1 milliard de dollars pour accélérer ce développement de technologies de réduction, de captage et d'élimination du carbone. À partir de l'an prochain, donc 2021, eh bien, l'entreprise intégrera aussi la réduction de ses émissions de carbone comme exigence explicite des processus d'approvisionnement de sa chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est très important pour les fournisseurs de Microsoft. L'entreprise utilisera sa voix et son influence également pour appuyer les politiques publiques favorisant la création de circonstances favorables à la réduction et à l'élimination des émissions de carbone. Et ça, c'est important puisqu'ils sont américains et vous connaissez tous la position de M. Trump. Je ne vais pas y revenir dessus, je vous en ai déjà parlé souvent. Dernière, alors petit commentaire peut-être, Philippe Wagner. Oui, je trouve ça intéressant à 2 égards. Le premier, c'est parce que finalement, toutes les politiques visant la réduction de l'empreinte carbone, il n'y en a aucune qui réussit à être véritablement internationale, et on l'a vu avec quelque part l'échec de la COP25 récemment. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'on a quand même un monde qui est aujourd'hui gouverné par l'économie, et dès lors qu'on a une entreprise qui est quand même une des réussites, on va dire, dans un monde capitaliste, qui se saisit de ce sujet et qui le saisit d'une manière économique, puisqu'il y a un fonds qui va être créé et qui vise au développement d'innovation là-dessus. Quelque part, on peut se dire que ça va dans la bonne direction et on espère que ça va créer finalement faire des émules sur ce genre d'initiative. Vous avez raison, parce que c'est important. C'est la première grande entreprise internationale à souligner à dire qu'elle développe un fonds pour aider ses fournisseurs. Et ça, c'est vrai, c'est plutôt rare. Allez, dernière info du jour. Vendredi, je recevais Franck Marguin, le président de Choose Paris Région. Choose, je vous rappelle que ça veut dire choisir en anglais. Eh bien ce week-end plutôt, a démarré le sommet Choose France. Macron se mue en VRP des territoires puisque 200 investisseurs internationaux et français sont reçus aujourd'hui au château de Versailles pour la 3e année consécutive. Le message, merci d'investir en France. Le chef de l'État veut convaincre les Netflix, FedEx et autres Samsung Electronics d'investir dans l'Hexagone tout en envoyant des messages à l'opinion, en insistant sur les effets positifs des investisseurs étrangers sur le territoire. Alors la première étape de ce plan de communication a commencé vendredi soir au Palais de l'Élysée avec une grande exposition du fabriqué en France visant à promouvoir et à valoriser le savoir-faire français en matière de production. Si l'échelle et le décor changent ce lundi, l'objectif affiché est le même, mettre en valeur l'attractivité des territoires, a déclaré l'entourage de l'État. Sachez qu'en 2018, 1027 projets d'investissement étrangers ont été recensés en France, en hausse par rapport à 2017, d'après le baromètre EY, Ernst & Young, je rappelle que ça veut dire. En région Rhône-Alpes,
Ils ont accueilli 172 projets en 2018 toujours, permettant la création de 3 796 emplois. L'entreprise américaine Biotricity a effectué un investissement de 70 millions d'euros à Maubourget dans les Hautes-Pyrénées. Et il est vrai que des sites déjà dotés d'infrastructures attendent qu'un investisseur s'y installe. Une étude Kantar pour Business France révèle que 84% des dirigeants d'entreprises étrangers sondés estiment que les grèves contre la réforme des retraites nuisent à l'attractivité du pays, mais la France semble malgré tout tirer profit de l'instabilité liée au Brexit en Grande-Bretagne. Londres perd 4 points en un an, quand Paris en gagne 3 en matière d'attractivité. Parce que ce qui intéresse les entreprises étrangères, c'est le fait que oui, on paye des charges sociales plus chères que dans les autres pays, mais nos études sont gratuites. Donc pour les couples avec enfants, c'est très intéressant et le bilan est plutôt pour eux équilibré puisque dans d'autres pays, les études sont très chères. Serge Lecroller, on va peut-être vous passer la parole. Le Made in France, ça vous concerne. Tout à fait. Ce week-end, il y a eu les journées portes ouvertes du Compagnon du Devoir, qui malheureusement n'a pas été assez ciblé par les médias, sauf une chaîne de télévision TF1 par Jean-Pierre Pernaut, qui lui au moins défend tout le temps l'artisanat et qui fait voir les valeurs de ce que font nos artisans. Le compagnonnage du devoir représente pas mal de choses, représente tous les métiers, aussi bien le bâtiment, l'électricité, les cuirs, les peaux, et la coiffure, les fleuristes, tout ce qui touche l'artisanat à l'heure actuelle. C'est dommage qu'on n'en ait pas assez parlé, car pour nos jeunes, c'est un avantage énorme pour qu'ils puissent pouvoir essayer de savoir si ça les concerne ou ça ne les concerne pas au niveau des métiers qu'ils veulent choisir. Expliquez-nous un petit peu plus, puisqu'on est sur ce sujet du compagnon des devoirs, c'est quand même c'est l'excellence française et puis c'est surtout la transmission. Expliquez-nous comment ça se passe quand on est un jeune, comment on est pris en stage par quelqu'un qui est un savoir de son métier, comment ça se passe pour eux? C'est-à-dire que pour eux, ils font des fois, en fonction des écoles, des fois ils ont des stages à faire. Donc ils peuvent aller voir les entreprises pour voir s'ils peuvent prendre des stagiaires. En fonction de ça, ils font plusieurs passages et ils choisissent leur métier. Après, ils ont la facilité de rentrer dans l'apprentissage. Dans le compagnonnat du devoir, c'est une école. Ils apprennent de A à Z. C'est-à-dire qu'ils vont faire des stages chez les entrepreneurs et ils vont à l'école en même temps. Et en même temps, dans le compagnonnat du devoir, ils vont aussi même à l'étranger pour essayer de voir un peu les améliorations par rapport à eux et puis par rapport aux autres pays. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est très sélectif comme Non, c'est pas fini? sélectif du tout. C'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. Est-ce que si on est un jeune, il y a suffisamment de place, on trouve des maîtres de stage facilement? C'est beaucoup plus difficile maintenant. C'est plus difficile parce qu'il y a moins de maîtres de stage. Pourquoi? Il y a moins je ne sais pas dans différents métiers, mais je sais que nous, personnellement, dans mon métier, qui est la cordonnerie, on a moins de maîtres d'apprentissage. Et puis, est-ce que la demande des jeunes est importante? Est-ce qu'il y a un déficit dans la formation pour transmettre, pour perdurer la cordonnerie? Est-ce qu'il y a un déficit, énormément. Sauf une chose, c'est que je m'aperçois un truc, et ça je vais faire honneur aux femmes, c'est que des femmes deviennent cordonnières. Ils apprennent le métier. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Non. Il n'y avait pas beaucoup de femmes jusqu'à présent. Catherine Monte-Santos. Je pense que dans le monde de l'apprentissage et de la transmission, que ce soit les compagnons du devoir qui sont l'excellence, il y a beaucoup plus de difficultés à trouver un maître d'apprentissage parce que l'éducation de nos enfants au départ est un petit peu moins bien suivie. Donc quand ils arrivent en apprentissage ou aux compagnons du devoir, il faut tout leur apprendre. Il faut aussi bien les éduquer que leur apprendre un métier, alors que normalement avant, l'apprentissage c'était apprendre un métier. Là il faut tout faire. Donc les maîtres d'apprentissage commencent à jeter leur veste. Mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais si les jeunes sont passionnés, forcément tout va aller bien. Mais la passion, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Et quel dommage. C'est vrai, vous avez raison. Elle est fin des infos du jour avec Bruno Vigoureux qui nous revient après quelques semaines d'absence.
pour le débrief sportif du lundi. Bonjour Bruno. Bonjour Florence et bonjour à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter à vous, à nos invités et à tous nos éditeurs une excellente année 2020. Je vais en profiter aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Oui, je sais, ça peut surprendre, Oui, mais là, je rigolez, veux là. parler du skieur français Clément Noël, qui s'est imposé hier en slalom sur la prestigieuse piste de Wengen en Suisse. Et le français n'en est pas à son coup d'essai, car l'an dernier, il s'était déjà imposé au même endroit. Alors oui, l'année 2020 a commencé tout chousse, les bâtons sous les bras, comme on dit, d'autant plus que Clara Direz a aussi participé à la fête en remportant sa première victoire en slalom parallèle à Sestrières. Car si Noël s'impose en janvier, Martin Fourcade gagne en biathlon quel que soit le mois d'hiver. Vendredi, à Ruppolding en Allemagne, il remportait le sprint. Samedi, il s'imposait dans le relais avec l'équipe de France. Et hier, dans l'épreuve de la poursuite, qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, Martin Fourcade a remis ça en patron. Il était seul au monde. Enfin, pas tout à fait, car après avoir franchi la ligne d'arrivée, Fourcade s'est retourné et a vu arriver derrière lui son compatriote Quentin Fillon-Maillet. Heureux biathlon français qui classe 4 de ses hommes dans les 6 premiers. C'était donc un week-end de rêve, un week-end tout en bleu sur toutes les pistes. La vie est belle chez les Bleus et chez les Bleus qui foncent donc, mais les clubs de rugby aussi foncent. Toulouse, Clermont et le Racing 92 se sont en effet qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. 3 clubs français à ce niveau, c'est une belle surprise pour le rugby français qui n'a pas toujours été à pareille fête. D'ailleurs, il y en aura au moins un en demi-finale puisque Clermont recevra le Racing alors que Toulouse jouera à domicile contre les Irlandais de l'Ulster les week-ends des 4 et 5 avril. Un sacré programme en perspective. Oui, je vous le dis, Florence, c'est la fête en ce début d'année. Le club le plus heureux de France est sûrement en ce moment le petit club de Limonest dans la banlieue de Lyon. Limonest évolue en National 3, c'est-à-dire le 5e niveau, et il s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 8e de finale de la Coupe de France en éliminant Prix-les-Mézières 1-0. Et Limonest affrontera Dijon, club de Ligue 1, et peut encore rêver à un incroyable exploit. Et puis, Florence, je sens que vous êtes un peu fébrile. Oui, je sais, c'est à chaque fois la même chose. Bah oui. Mais je me mets à votre place et je vous comprends. Car le premier grand chelem de l'année en tennis avec l'Open d'Australie qui se déroule à Berlin... Ça y est, ça faisait longtemps. Bah, ça vous manquait, j'en étais sûr. Vient de débuter. Alors oui, bien sûr, il est là, votre chouchou. Roger Federer, qui a 38 ans, part à l'assaut d'une nouvelle victoire. Mais cette fois, outre ses vieux rivaux habituels comme Nadal ou Djokovic, le Suisse devra aussi repousser les assauts de la jeune génération, représentée par le grec Stefanos Tsitsipas, l'Autrichien Dominic Thiem et le Russe Danil Medvedev. Ce ne sera pas simple pour votre Roger. Bon, mais soyez rassurés, il s'est qualifié cette nuit sans problème pour le deuxième tour. Donc, tout va bien. Mais promis, si Federer gagne en Australie, je vous amène une bouteille de champagne. Je vous le dis, ce début 2020, c'est la fête. Alors, on en profite. Au revoir et à très vite. Bon, il va falloir arrêter, hein, parce qu'après, on va me prendre pour une cougar woman. Et après, c'est pas grave. Ah oui? Bon, d'accord. Ah oui, c'est pas grave. Franchement, Tu es là jeudi matin? Je suis là jeudi matin. Non, c'est pas moi, c'est pas Dominique Flora sera là. Petite recette du jour. Oui, oui, je vais le prévenir. Il sera là en tout cas. Ok, ok. Parce que j'ai formé un nouveau co-animateur. Mais oui, je l'ai vu, au courant, tu l'as vu une fois ou deux. chaud, là. Oui. C'est ça? Ouais. Donc c'est lui qui reprend le... Là, il sera tout seul jeudi. J'ai dit que je ne venais pas. C'est la première fois que je ne viens pas. Mais j'ai déjà vu. Messieurs, dames, bonne émission. merci. Merci. Bonne journée à vous. Il faut bien que je transmette moi aussi. Bien sûr. Bien sûr. Parce que tous les jours, c'est lourd. Hein. Moi, je ne peux plus rien faire. Donc, alors, vous êtes des lève-tôt. Tout ça, c'est bénévole. Oui, c'est bénévole. Donc, ça fait 3 ans que j'ai monté cette émission. Et quotidiennement... Ah oui, on est tous des animateurs bénévoles. Il y a 60 animateurs bénévoles à peu près ici. Comme Roberto Minesi, le temps qui passe pour... Roberto Minesi, le temps qui passe pour ses émissions.
C'est de la musique, c'est pas pareil. Puis lui, c'est un musicien, c'est très différent. Et pour les émissions, il passe 1 heure par Ah bah émission oui. hein, pour enregistrer. Ah bah, c'est sûr. Je vois souvent, je passe Oui, j'ai vu. Je vois que vous êtes amis. très amis. J'étais avec lui à Croisière. Il est gentil comme tout. Ah, vous allez avec lui? On en rentre, il est rentré samedi. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous avais dit. Il est très gentil. Il ne pouvait pas vous Roberto. envoyer le truc. Il est parce très, qu'il il est était très encore- gentil, mais avec ses musiciens, il est très dur. Ah bon? Oh là. Non. Ah si. Ah si. Là. Ah, ça rigole pas? Ah non. Oui, mais si tu veux que ça soit bien, voilà. C'est un chef d'entreprise. Allez, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était The Fame, notre petite respiration musicale. Un groupe qui a eu beaucoup de succès donc en 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marcel Foubert, trésorier de l'U2P, de Serge Lecroller, qui est donc représentant de la CNA-MS, vice-président pour le Val d'Oise, de Yves Elie, qui est administrateur de la Chambre des métiers de l'artisanat du 95 et vice-président de la CAPEB, de Philippe Wagner, cofondateur de la start-up Capitaine Contrat, et de Cathy Montesantos, qui représente plusieurs confédérations patronales, mais notamment l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. Et Catherine Montesantos, justement, présentez-nous un peu cette confédération qu'on ne connaît pas vraiment bien. Voilà, je pense que si on faisait un radio-trottoir, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, et qu'on demandait à quoi correspond l'U2P, je ne suis pas bien sûre que le commun des mortels sache à quoi ça correspond. Donc l'U2P, c'est la première entreprise de France. Elle est formée par 4 confédérations, la CAPEB, les métiers du bâtiment, la CGAD, les métiers de l'alimentation de détail, la CNAMS, les métiers de service, et l'UNAPL, il n'y a malheureusement pas de représentant aujourd'hui parce qu'il n'était pas disponible, qui représente toutes les professions libérales, santé, avocats, notaires. Et cette confédération a été créée pour que l'on soit plus fort au niveau des revendications politiques. Parce que justement, vous représentez finalement plus de l'artisanat. 3 millions d'entreprises françaises. C'est énorme. Donc finalement, vous représentez les indépendants, tout comme les petits, ce qu'on appelle les TPE. C'est Puisque ça. vous tous, les artisans et commerçants, enfin, entreprises de moins de 10 salariés, vous êtes tous des indépendants finalement. On est tous des indépendants et en Île-de-France, nous sommes 665 000 entreprises et nous avons 810 000 salariés. Donc c'est vraiment un pôle pour l'emploi, pour l'avenir, à savoir que les entreprises de proximité créent 3 fois plus d'emplois que la grande distribution à chiffre d'affaires égal. Et que nous créons 5 fois plus de CDI que tout ce qui est chaîne et magasins de grande distribution. Ce sont les commerces de proximité qui donnent la joie et la bonne humeur. Bah oui, c'est ce qui fait l'animation d'une ville. Voilà, si jamais il n'y avait pas d'artisanat, le monde n'existerait pas. Et ça fait très 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 longtemps que je le pense. Alors justement, on parlait de la grève tout à l'heure quand on a commenté tous ensemble les informations du jour, Oui. et puis on parlait de la formation également. Où en est la relève, j'allais dire, où en est dans le cœur des jeunes, pour vous, l'image de l'artisanat? Qui répond? Alors je veux bien intervenir et passer après la Cathy parole Montesantos. à mes collègues. L'apprentissage est quelque chose de très important pour que le savoir perdure, pour qu'il soit transmis. Mais à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui évoluent. Donc les jeunes, il faut absolument en milieu scolaire faire des interventions parce que quelquefois l'artisanat n'est pas tellement bien présenté. C'est-à-dire que vous trouvez, les jeunes oublient qu'il y a des métiers qui sont importants et qui donnent du travail, donc un salaire. Ils n'y pensent pas? Ils n'oublient pas. Souvent dans les familles, on pense, alors je vais dire, que devenir médecin ou avocat, c'est beaucoup mieux que d'être plombier, coiffeur ou réparer les chaussures.
Mais s'il n'y avait que des notaires ou des avocats, on ne pourrait pas bien vivre. Donc il faudrait juste penser que, alors certes, il y a des contraintes, mais il y a tellement de joie à côté, on apporte tellement de bonheur qu'il faut vraiment transmettre tout ce que l'on sait. Et puis peut-être le fait d'être indépendant, c'est aussi, Alors, selon son caractère, voilà, j'allais dire, ça a peut des être, avantages et des inconvénients, mais on peut quand même organiser son travail plutôt que d'être voilà, d'être indépendant, c'est bien. Yvélie. Oui, concernant l'apprentissage, c'est une formation par alternance dont aujourd'hui je crois que tout le monde se rend compte qu'elle est d'une redoutable efficacité pour l'insertion sociale dans la vie professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui on voit, enfin moi je constate en tout cas chez les jeunes qui me contactent dans mon entreprise, une vraie envie de faire quelque chose qui plaît, plutôt que de faire quelque chose qui nécessairement paye. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui aujourd'hui dans leur plan de carrière intègrent le bien-être plus que la réussite financière. Et bien entendu, il faut de l'argent pour vivre, mais ce n'est plus le seul moteur. Par contre, je trouve qu'il y a je constate qu'il y a un frein dans nos entreprises qui est un frein économique, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est confrontés à des difficultés, en tout cas une concurrence assez vaste et sauvage, que les marges des entreprises se réduisent et que tout le coût de l'apprentissage repose sur les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir modifier si on veut que des maîtres d'apprentissage se révèlent, puisque le coût de l'entreprise fait que l'entreprise ne va investir sur un apprenti que si elle envisage de grossir, si elle envisage de remplacer du personnel, en tout cas si elle a besoin de personnel. Alors que la transmission pourrait se faire même quand on n'a pas nécessairement le besoin de personnel. On peut très bien, moi je l'ai fait pendant des années, apprendre à transmettre son métier, l'amour de son métier à des personnes qui vont être indépendantes plus tard, donc qui ne vont pas rester dans l'entreprise comme salariés ou qui vont être salariés ailleurs. Mais le problème, c'est le coût économique aujourd'hui, à un moment où les marges des entreprises baissent, les marges de l'artisanat baissent. Quelles sont les solutions qui vous plairaient, que vous envisageriez justement, puisque vous dites que la charge de l'apprentissage revient aux entreprises, qui est juste, et en même temps, vous n'avez pas de diminution de charge. Qu'est-ce que vous verriez diminuer, par exemple ? Il faudrait surtout que, puisqu'on paye tous une taxe d'apprentissage, que ce soit cet argent-là qui serve à vraiment financer l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est fléché en fonction des desiderata des entreprises. Les plus grosses entreprises sont certainement les plus gros contributeurs à la taxe d'apprentissage, mais elles flèchent sur leurs écoles, sur les écoles de commerce, sur les écoles qui ont formé le chef d'entreprise. C'est un choix légitime puisque c'est son cursus. Mais ceci dit, ça ne flèche pas vers l'artisanat des métiers manuels et des métiers de service. Voilà, donc une meilleure répartition finalement du budget formation, de la taxe que les entreprises payent, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Catherine Montesanto, donc en fait, c'est ce type d'idées, de mesures finalement, c'est ce que défend l'U2P. Et donc, en ce moment, vous avez plusieurs sujets sous le coude, notamment celui de la retraite, j'imagine. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu ce que propose l'U2P pour si on adhère à cette confédération. Alors, ce que l'on avait proposé aussi avec Yvélie quand on en discutait, c'est pour le maître d'apprentissage, pour avoir une reconnaissance, pourquoi pas avoir des points retraite en plus. Donc, ça faisait partie aussi des choses que l'on avait demandées. Et notre président national de l'U2P, c'est M. Alain Griset, qui discute énormément avec le gouvernement et aux tables rondes pour que, par exemple, tous les artisans aient un minimum retraite décent de 1 000 €. Par exemple, ça c'est une des mesures. Après, les autres mesures sont encore un petit peu floues, mais essayer que l'artisanat et le travail de l'artisanat soient reconnus. Parce que très très souvent, par exemple, dans la boulangerie, le mari et la femme travaillaient ensemble,
mais la femme n'était pas souvent reconnue. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont discutées. Alors justement, c'est ça l'importance d'être en confédération, c'est-à-dire que vous vous êtes regroupés pour pouvoir politiquement peser. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à la table des négociations pour la future réforme des retraites. C'est ça, parce que c'est pour ça qu'on s'est groupé à 4 confédérations pour avoir un poids plus important et avoir un représentant unique, mais qui présente ce que tout le monde a envisagé, discuté, les idées de tous. Mais alors justement, vous parliez donc de la retraite et de ce fameux relèvement à 1 000 € de pension de retraite minimale. Mais bon, d'un autre côté, je veux dire, pour ça, il faut avoir son maximum de cotisation. Est-ce que c'est atteignable, d'après vous, Yvélie ? Je pense qu'une des premières difficultés pour les générations qui vont rentrer sur le marché du travail aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien que leur carrière ne sera pas linéaire, ne sera jamais dans une seule entreprise, ne sera peut-être même pas dans un seul métier, et que la difficulté, ce sera justement d'avoir une carrière complète, et qu'un certain nombre de nos compatriotes qui auront une carrière hachée, et ça concerne essentiellement les métiers les moins diplômés, et les métiers de base, vont se retrouver toujours avec une retraite qui sera inférieure à 1 000 € simplement parce qu'ils n'auront pas cotisé suffisamment de trimestres sur leur carrière. C'est peut-être pareil pour des grands diplômés qui vont rentrer tard sur le marché du travail et qui, s'ils veulent s'arrêter à l'âge légal de la retraite, seront obligés d'aller jusqu'au bout, 67 ou peut-être 70 d'ici là, pour valider leur carrière. Alors que s'ils s'arrêtent à 60 ou 62, ils n'auront pas une carrière complète et eux aussi seront impactés par leur niveau de retraite. Donc là, les négociations peuvent encore continuer ou le chiffre de 1 000 €, c'est définitif? Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Montesantos? Alors je pense que le chiffre de 1 000 € est arrêté, mais il y a plein d'autres points à côté qui sont à discuter, à revoir par rapport à la pénibilité, par rapport aux longues carrières. Parce qu'une longue carrière, c'est quoi? Avant 20 ans, mais dans l'artisanat, il y a des gens qui commencent à 14 ans. Alors moins maintenant parce que les filières sont différentes, mais quand même, quand on commence à 14 ou 15 ans et quand on commence à 20 ans, il y a quand même 5 ans d'écart. Donc il y a des petites précisions à apporter sur des régimes spéciaux, sur la pénibilité, sur tout un tas de choses dans l'artisanat. Par exemple, les boulangers, quelquefois, quand nos cheminots se plaignent de ne pas être avec leur famille, je ne sais pas si les boulangers sont tellement avec leur famille tout au long de leur carrière, et les jours fériés, les choses comme ça. Justement, donc, voilà. on va poser la question à Marcel Foubert. Marcel Foubert, vous avez été boulanger, pâtissier toute votre vie. Vous avez fait une longue carrière. Vous êtes même un maître talmenier. D'ailleurs, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Alors, expliquez-nous un peu ce métier, donc, comme disait Catherine Montesanto, où la femme n'est pas reconnue. La femme, si son mari est boulanger, n'était pas reconnue. Maintenant, si. Maintenant, elle est reconnue. Mais pendant jusqu'à 73, elles n'étaient pas du tout reconnues. On ne pouvait pas les inscrire nulle part. 73, il y a eu Vous n'aviez même pas le droit de la déclarer salariée de l'entreprise? Non. Si, mais ça nous coûtait 10 fois plus cher que ça nous rapportait. Bien sûr. Donc la femme ne comptait pas. Pour ça, je me suis toujours battu contre ce système, parce que les supermarchés nous disaient qu'ils créaient tant d'emplois et qu'ils s'en supprimaient que tant. Mais ils ne comptaient pas les femmes. Donc une entreprise, c'était deux personnes. Je reviens sur l'apprentissage. Vous voulez revenir sur l'apprentissage? C'est très, avec les retraites. Un apprenti, il commence à 16 ans, il commence à cotiser. Donc c'est très valable pour la retraite. Par rapport au docteur ou au notaire qui va commencer à 25 ans. Même plus, maintenant c'est 30-32 ans pour un médecin. L'apprenti a 10 ans d'études. Il commence à 16 ans et il cotise pour la retraite. Moi j'ai un trimestre avant 14 ans. Vous avez commencé avant 14 ans. Maintenant c'est interdit de travailler avant 16 ans, vu qu'on veut que tout le monde aille au bac. C'est la loi. Oui, mais quel est l'intérêt quand on a une passion excuse-moi Marcel, hein, mais si jamais on est avec une passion, il y en a, ça existe, hein, pourquoi les obliger à faire des choses, pas qu'ils ne serviront pas, mais où ils vont s'ennuyer une partie de leur vie? Autant intégrer l'éducation, le savoir général à un métier qui les passionne. Excuse-moi Marcel. Et puis
qu'on n'est pas en famille. Marcel Foubert. Qu'on n'est pas en famille, c'est peut-être vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi et ma femme, quand on avait l'enterrement dans la famille, c'était un ou l'autre qui y allait, pas les deux. Il y en a un qui reste au magasin pour que ça tourne. Oui, on ne peut pas fermer un magasin comme ça. Non, autrement, les clients, ils acceptent pas. Les clients s'en vont. Quand j'ai 32 ans à Soisy, j'ai toujours... ça fait 50 ans de boulange. Là. Alors, combien faut-il, pour faire tourner une boulangerie en moyenne, une pâtisserie, combien faut-il de salariés? Quel est le taux moyen d'emploi, justement? Dans une boulangerie normale, c'est 7-8 salariés. 7-8, il en faut quand même 7-8. Parce que le matériel coûte très cher, donc pour qu'il soit rentable, il faut qu'il tourne. Donc il faut des salariés pour le faire tourner. La boulangerie qui travaille avec une vendeuse et un ouvrier, c'est pas rentable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes, finalement, ils achètent peut-être du tout prêt ou ils cuisent peut-être sur place, c'est ça qu'ils font? Ça, c'est notre problème, ça. Mais nous, les artisans, on fabrique nous-mêmes notre pain. Où c'est marqué boulangerie, le pain est fabriqué sur place, obligatoire. C'est la loi. Ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Sinon, qu'est-ce qu'on doit marquer si on ne fabrique pas soi-même? Ils marquent pain, trucs comme ça, ils marquent des noms qu'ils inventent. Là. Mais il y a eu, excusez-moi, je crois qu'il y a eu de reconnu Made in France pour la boulangerie, là, dernièrement. Il y a eu un label pour la boulangerie Made in France. Ça a toujours été fabriqué sur place, le pain. Le pain est toujours fabriqué. Pour avoir le nom de boulanger, il faut pétrir, fabriquer, cuire et vendre sur place. Donc vous avez commencé à 13 ans à peu près, entre 13 et 14 ans? J'ai commencé à 7 ans, j'ai 14 ans, 19. Ah oui, donc à 14 ans pile. Et vous avez tenu pendant combien de temps votre boulangerie, pâtisserie? J'étais apprenti, après j'étais ouvrier. Je me suis installé à Soisy en 1970 et j'ai arrêté en 2002. D'accord, donc en fait vous êtes resté 30 ans au même endroit. 32 ans à patron. Ouais. Et alors, à la limite dans le gain. Au début c'est difficile de tout manager? De démarrer. À cette époque-là, on n'avait aucun conseil, une boîte de formation, il n'y avait rien. Ça n'existait pas comme maintenant, il y a tout un tas de formations obligatoires. Parce que à cette époque-là, il n'y avait rien, il fallait se débrouiller tout seul. Mais on se débrouillait tout seul pour tout, vous voulez dire? C'est-à-dire à la fois pour faire son pain, pour faire ses gâteaux, et pour l'administratif? Pour l'administratif, il fallait se débrouiller. Si on allait voir la banque pour avoir un découvert, mais non, on n'avait rien, on ne donne rien. On n'avait pas le droit de demander un découvert à la banque? Personne ne voulait prêter? Elle ne voulait pas. Ah bon? On démarrait, mais non, il n'y avait rien. D'accord. Je démarrais avec les congés payés de l'année, c'est tout. En fait, vous avez économisé vos congés payés et c'est comme ça que vous avez mis votre premier sou dans l'affaire. Oui. Et alors après, comment ça évolue? Comment vous avez fait, puisque vous dites on a démarré à 2 avec votre femme? Ah non, il y avait des ouvriers dans la maison. Donc vous avez repris une boulangerie qui existait? Oui, oui. Et il y avait déjà des ouvriers? Il y avait 2 à 12 ouvriers. Qui sont restés avec vous? Non. Non. J'ai rembauché d'autres le lendemain. D'accord. Donc, ils ont du pas. Donc, c'est une aventure finalement. Oui. Mais ça doit. Est-ce que ça fait peur quand on reprend une boulangerie et que les 2 ouvriers qu'on a s'en vont, il faut en rechercher d'autres? À 23 ans, on est inconscient. Et c'est ça qui est bien. Et donc, on y va, voilà. Et donc, est-ce que c'est comme maintenant de fabriquer le pain à l'époque? Est-ce qu'on se lève toujours à la même heure? Ça prend autant de temps? Ou est-ce que grâce aux machines, il y a eu des gains de... On a gagné à peu près 2 heures de sommeil. Ah oui. Moi, je commençais à 2 heures, maintenant, il commence à 4 heures. J'ai toujours commencé à 2 heures. Pour avoir du bon pain, en 70, il fallait commencer à 2 heures du matin. Oui. Alors, ça fait que quel était votre rythme de vie? Expliquez-nous un peu. Donc, vous dormiez de quelle heure à quelle heure? Alors, je travaillais à 2 heures. On faisait la sieste vers de 14 à 17 heures. 17 heures, je reculais. Après, oui, il faut faire la fournée du soir. Les commandes pour le lendemain. Je couchais à 9h30. Donc, il faut être hyper organisé, en fait. Ah, ben oui. Dans n'importe quel métier. Il n'y a pas que le mien. Dans la coiffeur, il faut bien qu'elle s'organise aussi. Hein. Mais c'est pas les mêmes horaires. Non, c'est pas les mêmes horaires. On n'est pas obligé de... Oui, en fait, c'est une habitude de dormir par petites tranches horaires, finalement, dans votre métier. Oui. C'est un peu comme les marins, finalement. C'est une habitude, hein, on est habitué. Et puis bon, pour les ouvriers, ils ont quand même plus de temps libre. Ils vont bien commencer à 2 heures, finissent à 10 heures. Et puis, tout le reste, libre le reste du temps. Donc, s'il veut faire une activité l'après-midi, il peut. Ils peuvent. En fait, c'est ça l'avantage. C'est pas plus dur qu'autre chose, c'est un métier pas plus dur qu'un autre. Hein.
Non, à part qu'il faut savoir faire du bon pain et des bons gâteaux si on veut avoir des clients. C'est tout. C'est pas le dur, c'est la compétence. Ça, c'est la compétence. Ah oui. Et vous avez été formé par un maître artisan également? Un artisan en province. Vous êtes allé en province pour... J'étais en province, j'habite en province, je suis monté sur Paris après. Comment vous est venue l'idée de vous installer à Soisy ou Montmorency? Ah bah, c'est l'occasion. On a voir plusieurs boulangeries avec un marchand de fond. Donc vous étiez accompagné pour aller voir? Un marchand de fond, hein, c'est un vendeur, c'est tout. Il met un vendeur et un acheteur de relation, c'est tout. C'est quand même vous qui preniez la décision. Ah, Donc, rappelez-nous à quel âge vous avez investi? 23 ans. 23 ans, c'est tout jeune. Donc du coup, vous avez fait à l'époque, vous avez fait la colonne du plus du moins de chaque boulangerie et établissement que vous avez été voir? Oh, je ne savais même pas lire un bilan, alors. Donc vous voyez... c'est pour ça que vous nous dites qu'il faut être inconscient. Après tout, lire le bilan, ça sert à rien. On sent l'affaire ou on la sent pas, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, Marcel Foubert. On va faire une pause musicale et on revient avec vous dans quelques minutes. C'est drôle. Finalement, ça sert à rien de regarder les colonnes de chiffres. Ah bah non, si. Maintenant, si, c'est oui. indispensable. Non. Par exemple, vous avez quel âge? 18 ans. Vous avez 18 ans. Et quand vous entendez ça, ça vous donne envie ou pas du tout? Ça vous fait peur? Pour créer pour une apprendre un entreprise, métier. apprendre un métier dans Et puis devenir ton l'artisanat, propre patron. se lever tôt, devenir votre patron. Non, Ça fait peur. Ça fait peur. C'est ça. Pourquoi? je sais pas. Comme ça, peut-être ça va pas marcher. Et... Ah oui, ça dépend de ta volonté. Les jeunes maintenant, ils C'est vrai que si t'es sérieux dans n'importe quel métier, tu y arrives. Non, ils Bah veulent oui, plus bien se- sûr. N'importe quel Ils ne métier. veulent plus travailler parce Sérieux. qu'on leur dit Sérieux. que Faut être c'est volontaire. compliqué, ça fait peur et Ouais, tout. ouais. Mais nous, quand on Faut se s'installe, lever on était tôt, jeunes, faut ah, bouger. on roule galère. du matin. Vous avez pensé à tout ça? Voilà. C'est pas pareil, mais là, faut aimer la Privilégier la travailler. qualité de vie. À la carrière professionnelle, je ne sais pas si c'est un tort. C'est Roméo Elvis que tu nous as mis ce matin? Mais Parce que faire un métier comme Marcel à 2h du matin, 10h, samedi, dimanche, c'est pas que c'est dur, c'est que ça te coupe d'une vie sociale. Si tu vois ta famille que le samedi, dimanche, mais que tu travailles le samedi, Il y en a plein des métiers où c'est comme oui, ça. mais c'est peut-être aussi ça que certains jeunes n'ont pas envie de faire. Comme ils privilégient leur bien-être et leur vie sociale par rapport à la vie professionnelle. Et pure. loisir. Nous, c'était pas le cas. Dans nos âges, on rentrait, on allait travailler, c'était ça. oui, mais leur vie sociale, c'est ça, donc c'est à faisait n'importe quelle heure, ça. Oui, mais ils commencent plus tard, alors c'est compliqué. Nous, on a commencé jeune, donc tu disais, je commence, je travaille, je m'installe, et après, je me marie, je fais des enfants. On avait un schéma un petit peu comme ça, qui était linéaire pour tout le monde. Vous C'est avez très des différent enfants? aujourd'hui, oui. Et des petits-enfants. Et vous le ressentez dans votre famille, cet état d'esprit? Ou c'est surtout... Bah oui, surtout que... En fait, moi, je me suis mis à mon compte pour les mêmes raisons. Ah bah vous allez nous raconter. Et après, on reviendra aux avantages que On propose est sur une la structure Confédération. familiale, pour avoir une vie de famille, je me suis mis à mon compte pour avoir une vie de famille. On travaille tous ensemble, on est là tous ensemble, on se voit toute la journée, on a... Voilà. Il faut pouvoir le faire aussi, ça. Il y a ça aussi. Mais De toute pour façon- pouvoir le faire, il faut être à son Ah compte. oui, mais Non, mais moi, non. Pour pouvoir le faire, pouvoir travailler avec sa femme Oui. et... Ah bah c'est sûr. Comment ça? moi, je vois quand je me suis installé, ma femme m'a dit surtout, je veux que tu sois rentré avant que tes enfants soient couchés. Ça a été ça aussi. Et puis bon, mes enfants m'ont toujours vu. Et sauf que on dit une chose aussi, c'est que les jeunes, ils sont bosseurs s'ils voient leurs parents bosser. Parce que moi, j'ai 2 enfants, c'est des bosseurs. Et Allez, on y retourne. Ah, ça, faut le dire, ça. Faut le dire tout ça. C'est important. Voilà, c'était Roméo Elvis avec son titre Soleil, un extrait donc de notre petite respiration musicale autour de Catherine Monte-Santos, chef d'entreprise qui a un salon de coiffure et qui représente aujourd'hui l'U2P, de Marcel Foubert, trésorier de l'U2P également, représentant la CGAD, et puis président adjoint, je veux dire, du syndicat de la boulangerie, qui nous parlait justement de son métier de la boulangerie et comment on s'installait juste avant cette pause musicale, et puis de Serge Lecroller, qui représente la CNAMS,
vice-président pour le Val d'Oise, de Yves Elie, chef d'entreprise dans le chauffage, et qui est administrateur de la Chambre des métiers de l'artisanat du 95 et bien sûr de la CAPEB du 95, et puis de Philippe Wagner, cofondateur de la start-up Capitaine Contrat. Alors on parlait de la jeunesse, hein, d'apprendre un métier et de s'installer. Justement, Marcel Foubert nous disait un peu que c'était un métier à deux, en fait, juste avant cette pause musicale. Alors, Yves Elie, pour vous, quelles ont été les motivations de vous installer, vous aussi, à votre compte? Une des principales motivations, c'était d'avoir une affaire familiale, de pouvoir travailler en famille avec ma femme, mes enfants, ma belle-fille qui s'est intégrée à l'entreprise également. Parce que vous faisiez un autre métier, à quel âge avez-vous commencé à créer cette affaire que vous dirigez aujourd'hui? Alors, c'est une reprise, moi. C'est une reprise familiale. J'ai fait d'autres métiers, effectivement, puisque au départ, ce n'était pas du tout le schéma auquel j'avais pensé. Et puis, j'ai intégré l'entreprise en 84. Et j'en ai repris les rênes en 97. Voilà. Et donc, le but, vous disiez, c'est de travailler avec votre femme et vos enfants. Oui, c'est d'avoir un moyen. En fait, c'est devenu un moyen pour qu'on ait une vie familiale qui soit assez soudée, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse vivre ensemble, manger ensemble, dîner ensemble. Bah dites donc, ça c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Oui, voir les enfants, maintenant les petits-enfants. Bon, c'est juste c'est pas très compliqué, vous savez, il suffit que chacun ait sa place et que personne n'interfère sur la place de l'autre. Bien sûr. Pour que les choses puissent fonctionner normalement. Alors vous avez combien d'enfants qui travaillaient avec vous? J'ai 2 enfants, les 2 travaillent avec moi. Donc ils ont appris quel métier finalement? Ma fille, c'est plutôt la gestion, elle a fait du droit. Donc voilà. Mon fils, lui, a fait le cursus, j'allais dire normal, enfin en tout cas celui que je faisais faire à mes apprentis, c'est-à-dire qu'il a fait CAP et BP, et derrière il a fait une école de gestion d'entreprise artisanale, puisque c'est lui qui va reprendre le flambeau. Quand vous déciderez de vous arrêter? Très bientôt, normalement d'ici 1 an. Ah oui, donc très bientôt effectivement. Mais vous savez, dans l'artisanat on s'arrête, mais on reste en arrière-garde. C'est difficile de regarder son bébé voguer tout seul. Ah oui. Il faut qu'on me jette du bateau. C'est difficile de céder son entreprise en fait, c'est ça que vous dites? Non, mais de ne pas aider en tout cas, parce que voilà, quand vous êtes salarié, vous quittez une entreprise, on vous ferme la porte de l'entreprise. Éventuellement, on vous l'ouvre 1 ou 2 fois pour des pots de départ et puis pour peut-être des vœux, etc. Mais après, on vous fait vite comprendre que vous êtes retraité, que vous êtes bien sur votre plan de retraité. Quand vous êtes artisan, vous pouvez toujours continuer à apporter votre pierre à l'édifice et en tout cas à soutenir. L'expérience est là, parce que l'expérience, même si nos métiers évoluent vite, on a des soucis de gestion aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de couple. Un artisan, il y a 40 ans, quand j'étais jeune, c'est quelqu'un qui se relevait les manches et qui allait travailler. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est très difficile. Si on est auto-entrepreneur et qu'on ne peut pas avoir de salariés, ça va devenir très vite ingérable si on a suffisamment d'activité, puisque le poids de la gestion est devenu extrêmement prenant dans l'entreprise et que tout le monde n'est pas formé, malheureusement, à la gestion d'une entreprise artisanale. Donc ça devient une nécessité soit de se former à la gestion de l'entreprise et il va falloir travailler le samedi, dimanche pour faire la compta, pour faire la gestion des comptes, etc. Soit très vite avoir intégré quelqu'un dans l'entreprise qui fasse cette partie administrative. Bien sûr. On a dans nos métiers du bâtiment en particulier des normes qui s'alourdissent de jour en jour. On a des obligations d'être RGE, par exemple, c'est une obligation qui est lourde, financièrement lourde et humainement lourde aussi pour les formations qu'il faut suivre. Donc ça, c'est des poids qui viennent s'ajouter sur un chef d'entreprise, en tout cas sur un artisan qui autrefois pouvait se contenter de travailler et puis dire j'ai ramassé et puis après le comptable il va gérer ce que j'ai fait.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Oui, mais d'un autre côté, on est quand même bien obligé de mettre des normes au niveau de la qualité, notamment dans vos métiers du bâtiment, où là, on voit un peu tout et n'importe qui s'installe. Oui, c'est justement ça l'hypocrisie du gouvernement aujourd'hui, et c'est M. Macron qui a dit qu'il fallait déréglementer les obligations de diplôme pour les métiers de manuels. C'est justement ça l'hypocrisie, c'est que sur les entreprises qui existent, comme sur les auto-entrepreneurs, comme sur les TPE, PME, on a un certain nombre d'obligations qui sont très lourdes. Mais en même temps, on dit à tout le monde, vous pouvez vous installer si vous en avez envie. Donc il y a un peu d'hypocrisie, puisqu'il y a déjà une chose trappe pour les gens qui démarrent leur métier en croyant qu'il va suffire de travailler pour générer du chiffre d'affaires et des marges. En tout cas, voilà, donc cette hypocrisie-là est complexe parce que justement, il y a des moyens de formation, il y a des champs de diplômes qui existent et qu'on n'utilise pas, ou en tout cas qu'on dévalorise. Et c'est bien dommage parce que c'est des passages qui sont aujourd'hui plus qu'autrefois nécessaires. Autrefois, comme disait mon collègue Marcel Foubert, il a démarré, on démarrait sur le tas, on apprenait sur le tas, on apprenait à travailler. Quand on savait travailler, on savait vendre quelque chose de qualité, on savait s'en sortir en tant qu'artisan. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Le meilleur artisan du monde, s'il n'a pas une gestion saine et pointilleuse, il va mourir. Donc ça, c'est important. Alors justement, Catherine Montesantos, tous ces métiers sont regroupés au sein de l'UDP. Qu'est-ce que ce service que propose l'UDP qui s'appelle Proximeo? Parlez-nous un peu de cet outil, on peut dire. Voilà, donc c'est comme dans les grandes entreprises où vous avez un comité d'entreprise qui peut vous avoir des places de cinéma, des vacances promotionnelles. Donc c'est un site sur lequel on peut aller. Donc il suffit d'y aller, de regarder. Et si jamais on a des difficultés à ouvrir le programme, on peut s'inscrire à l'UDP et après il y a tout un tas de choses qui en découlent. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce programme Proximeo? Eh bien, on a déjà des difficultés, comme l'a expliqué tous mes collègues autour de moi. Donc, quand on veut embaucher dans l'artisanat, quelquefois, c'est compliqué pour des gens qui sont qualifiés de leur donner des avantages. Et ça fait partie d'avantages qu'ils peuvent avoir en rentrant dans une petite entreprise, comme s'ils étaient dans une plus grosse entreprise. Donc finalement, il y a des avantages pour les salariés, j'allais dire. Oui. Et est-ce qu'il y a également des avantages pour vous, chaque entreprise, pour trouver des fournisseurs peut-être à un tarif moins cher, ce genre de choses? Alors là, non. Ça, c'est sur l'UDP ou sur... Alors moi, je vais parler dans ma profession, à l'UNEC, pour les entreprises de coiffure. Si vous adhérez, là, on vous oriente et on vous indique les fournisseurs qui vous feront des tarifs préférentiels et qui vous donneront certains avantages pour votre métier. Quel est le coût pour un artisan pour adhérer à l'UDP? C'est quoi? Ça dépend. Quelle est la base de cotisation, de calcul des cotisations? C'est très très peu. C'est-à-dire que d'abord, pour pouvoir adhérer à l'UDP, il faut avoir adhéré à son syndicat professionnel et après à la branche de l'UDP. C'est-à-dire, par exemple, pour la coiffure, c'est la CNAMS, pour la boulangerie, c'est la CGAD, pour le bâtiment, c'est la CAPEB, et c'est à ce moment-là qu'on adhère automatiquement à l'UDP. D'accord, donc la cotisation qu'on paye fait partie intégrante de la base, donc on n'a pas à s'en soucier finalement. C'est ça. Finalement, les artisans en font partie de toute façon, alors? Ils en font partie de toute façon, mais... Pardon? S'ils sont adhérés. Voilà. S'ils adhèrent à leur propre syndicat, bien sûr. C'est ça. Mais personne, très peu, leur explique. C'est-à-dire que, comme disait Yves Elie tout à l'heure, avant, si on avait de la passion, du courage, de l'envie, ou comme disait Marcel Foubert, on se lance, on s'installe et à partir du moment où on fait des choses de qualité, ça va. Et maintenant, comme tout est complexe, à partir du moment où on se regroupe par profession, il y a des structures qui nous défendent, qui nous guident
Et voilà, avant, on passait à la télévision le pont avec la première entreprise de France. Maintenant, je ne sais plus comment est fait la publicité, mais alors que si jamais tout l'artisanat se mettait en grève demain, là, ça ferait beaucoup plus de mal que la SNCF, je pense. Mais c'est sûr, on si n'est tous les pas... commerces fermaient... C'est ça. Donc là, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné qu'il va y avoir des licenciements, qu'il va y avoir du chômage, qu'il va y avoir de la tristesse par rapport à ce qui a été fait. Comme disait Yvélie tout à l'heure, il y a d'autres moyens peut-être de faire pression que de fragiliser tous les commerces de proximité qui déjà ont une marge excessivement faible. Une marge faible, c'est sûr. C'est sûr Voilà, que donc, dès que... Proximéo vient aider à avoir des avantages par rapport à d'autres désavantages. Alors Serge Lecroller, vous disiez tout à l'heure hors antenne que lorsque vous avez démarré votre métier de cordonnerie, vous par contre, votre femme vous a dit « Ah bah d'accord, mais je veux que tu rentres à l'heure pour voir les enfants grandir », c'est bien ça? Donc là, ça c'est tout à fait typique chez les jeunes. Ouais. Vous êtes dans ce cas-là, vous, dans le cas où votre femme voulait que vous soyez présent. Alors comment vous avez géré? Ça se fait automatiquement, c'est instinctif. Sauf que bon, c'est sûr que quand on a des enfants qui sont très jeunes, voir leur papa pas rentrer le soir, ça les inquiète. Donc elle me disait toujours, je veux absolument que tu sois rentré avant qu'ils soient couchés pour leur dire au revoir. Donc finalement, l'idéal c'est d'habiter pas loin de là où on a son commerce. C'est d'habiter pas très loin de son commerce, ouais. Parce qu'on ne peut pas se permettre. C'est pour ça que je me suis installé à Enghien en 1991, parce que j'habitais Épinay et j'étais pas très loin. Alors comment vous est venue, vous, l'idée, à quel âge vous avez démarré votre formation de cordonnier? Oh là. Comment ça vous est venu cette idée? Alors l'idée, j'étais pas fait tout à fait pour faire ce métier-là. Ah bon? Non. Vous vouliez faire autre chose? J'étais, parce que pour moi c'était les études. Donc j'ai commencé, j'ai fait mon service militaire très jeune, parce qu'à ce moment-là on faisait encore son service militaire, donc j'avais devancé la peine. Donc je suis parti à 17 ans faire mon service militaire. Une fois libéré des obligations militaires, automatiquement, il y avait des comme la RATP ou tout ce qui était fonctionnaire, on était libre, il fallait être libéré des obligations militaires. J'ai rencontré ma femme et son père était cordonnier. J'ai cherché pour essayer de faire différents métiers que je trouvais pas ma voie, puis à force de le regarder travailler, je lui ai dit tiens, ton métier me plairait. Donc à 18 ans, je suis rentré dans l'apprentissage. Je me suis retrouvé avec des jeunes de 14, 16, 17 ans. Et j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage, j'ai eu mon CAP. Et après, j'ai continué à faire ce travail chez d'autres patrons pour apprendre à évoluer, parce que dans notre métier, on évolue aussi en apprenant chez d'autres patrons. J'ai fait chez un orthopédiste pour apprendre les différences de hauteur de chaussures. J'ai été chez un bottier qui faisait les chaussures sur mesure pour améliorer mon travail. Et j'ai épousé ma femme, bien sûr, dont son père m'a appris le métier. Et c'est en 91 que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et j'ai repris une cordonnerie qui existait à Enghien. Et depuis, je suis cordonnier à Enghien-les-Bains. Et alors, ce qui est intéressant avec votre témoignage, c'est qu'on se rend bien compte que quand on est donc artisan et il faut bien connaître son métier, donc il faut se former en amont et non pas une fois qu'on a ouvert son commerce, parce que là, on n'a plus le temps. Non, il faut vraiment se former en amont, et même encore à l'heure actuelle, on peut encore se former parce qu'il y a différents matériaux qui ont changé, parce que la fabrication de la chaussure a drôlement changé. Quand vous voyez par exemple entre le caoutchouc avec le synthétique qui est mélangé, et puis que vous voyez les cols que vous adaptez ne sont plus neuf fûts collés, donc vous êtes obligé d'apprendre et d'aller en formation pour pouvoir continuer à gérer cette formation. Oui, on n'utilise plus les mêmes produits qu'il y a 30 ans, il y a des chaussures qui sont... C'est-à-dire que maintenant le cuir, les chaussures en tout en cuir, c'est très rare. En fait, on nous vend du plastique qu'on fait croire être du cuir, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc nous aussi, les consommateurs, il faut qu'on fasse très attention. Alors, autre joli, très beau même, je dirais, moment, c'est l'ouverture des maîtres artisans d'art, j'allais dire, qui ont ouvert à Enghien-les-Bains, cette boutique au 16 rue Boulevard du Général de Gaulle, où là on voit des vrais artisans et des métiers d'art. Et ça, je pense que ça marche très bien cette boutique.
Qu'est-ce que vous en dites, Catherine Montesantos? Alors nous, on les connaît bien, vu que tous les ans, à la Chambre de métier, on fait Noël avant l'heure, avec justement beaucoup d'artisans d'art, et que eh bien, le fait de faire cette boutique éphémère à Enghien, c'est bien parce qu'ils tournent. Ce ne sont pas toujours les mêmes, donc plus il y a de commerce dans une ville, plus ça attire les gens, et plus les gens voient bien sûr les artisans d'art, mais les commerces à côté. Quelquefois, on pense que d'être trop, ça fait concurrence. Mais à partir du moment où on fait des choses de qualité et des belles choses, ça ne fait que attirer des gens en plus. Bien sûr. Et ça marche. Et ça marche. Merci beaucoup. Donc, je vous invite effectivement, on y voit à la fois de la porcelaine, de la faïence, des vêtements, des objets pour soi, des bijoux, du chocolat. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette boutique d'artisans qui s'est installée donc, au mois de décembre à Enghien-les-Bains. Yves Elie. Oui, je voulais juste souligner que ça répondait à une des problématiques que je soulevais tout à l'heure, c'est qu'effectivement les artisans d'art sont des gens qui travaillent avec passion, qui font de très belles choses. Là où ils pêchent, c'est la commercialisation de leurs produits. Or aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en substance, la commercialisation fait partie des passages obligés. Et la Chambre des métiers, en cela, les aide à commercialiser leurs produits, les aide aussi à savoir présenter leurs produits et aller au contact des clients. Et voilà, c'est une chose qui est fort sympathique pour ces gens-là qui méritent, puisque Made in France, c'est le cas. Absolument. Et s'il faut Made in France et quelquefois même Made in Val d'Oise, on peut dire. C'est ça. Merci beaucoup. Philippe Wagner, alors vous avez cofondé Capitaine Contrat en 2013, vous êtes encore en mode start-up, j'imagine. Vous l'avez fondé vous aussi en famille. On peut dire que c'est une entreprise artisanale, pratiquement, comme tous nos invités du jour. Alors, vous proposez-vous des services d'automatisation de tâches juridiques. Et avant qu'on rentre dans votre expérience, peut-être, quels sont les changements concernant les micro-entrepreneurs, là, au mois de janvier 2020 ? Alors, il y a effectivement, comme chaque année, énormément de changements au 1er janvier. Alors, en ce qui concerne, et d'ailleurs, ça concerne toutes les entreprises, micro-entrepreneurs, TPE, PME. Si on se concentre effectivement sur les micro-entrepreneurs, il y a un relèvement des seuils, comme ça a lieu tous les 3 ans. Donc là, il y a toujours les 2 catégories, il y a l'achat-revente. Là-dessus, on va être sur 176 200 €, ça va être le seuil maximum. Donc il faut rester en dessous pour pouvoir rester sur le régime simplifié de la micro-entreprise. En dessous de 176 000 € de chiffre d'affaires. 176 200 € effectivement pour de l'achat-revente, ou 72 500 € quand on est sur la prestation de service ou du BNC. Et ça, c'est respectivement par rapport à 170 000 € l'année dernière et 70 000 € sur la prestation de service l'année dernière. Pareil, il y a un relèvement des seuils de TVA en dessous desquels il n'y a pas de TVA, du coup on est en franchise de TVA, et au-dessus desquels il y a une comptabilité de TVA qui s'impose. Donc encore une fois, un petit peu de complexité qui se rajoute, même si l'avantage quand même de la micro-entreprise, c'est que c'est un régime très simple à gérer pour celui qui l'exerce. Alors quel est ce seuil ? Pour la TVA, ça va être 85 800 € en achat-revente, donc on est à peu près sur la moitié du seuil maximal dont je parlais, les 176 000. Et pour la prestation de service, c'est 34 400 €. Voilà, donc l'autre chose qui est importante, c'est que pour tous ceux qui se lançaient et qui voulaient bénéficier donc, d'une aide qui s'appelait l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, celle-ci était de 3 ans. Elle s'est fait un petit peu raboter cette aide au 1er janvier puisqu'elle sera sur 1 an. Et au lieu, donc c'est une aide qui permettait d'avoir un abattement de charges sur le salaire de la première année. Donc au lieu d'avoir un abattement de 75%, il sera de 50% sur 1 an. Et pour finir sur la micro-entreprise, il y a quand même donc la disparition, cette fois-ci c'est officiel, du RSI, du régime social des indépendants. Et donc tous les micro-entrepreneurs seront couverts par la sécurité sociale des indépendants, donc gérés par le régime général. Donc la bonne nouvelle, et ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'il y aura... alors ça ne touche pas forcément la qualité des prestations d'assurance maladie, mais surtout la qualité de la gestion, puisque on se souvient des nombreux déboires liés à des petits soucis avec le RSI. C'est ce qui a fait la mauvaise réputation du RSI. Et
donc voilà, on peut s'attendre à ce que ça se passe mieux. La deuxième grande actu qui peut intéresser nos auditeurs sur la partie rebond, en fait, parce qu'on parle de la création d'entreprise, mais il y a aussi, parfois on est dans une situation un peu complexe. D'une part, sur la radiation de l'entreprise individuelle, ça va être complètement harmonisé, c'est-à-dire qu'avant, il fallait se radier de la sécurité sociale, du registre du commerce, du répertoire des métiers et de la base IRM. Donc là, on va juste se radier de la sécurité sociale et on sera radié de tous les autres organismes. Ça permet derrière de remonter une autre affaire plus rapidement. Et pareil pour la liquidation judiciaire. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un peu la bête noire, mais en cette période un peu complexe, on s'attend à ce que certaines entreprises soient obligées de fermer. Simplement, avant, elle durait 2 ans et demi en moyenne. C'était très long pour envisager de faire quelque chose et rebondir. Ça a été complètement revu, puisque pour les entreprises de moins d'un salarié, enfin de 1 salarié et moins, on sera sur une procédure accélérée de 6 à 9 mois. Donc en 6 à 9 mois, finalement, on tourne la page et on peut passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on écrit au tribunal de commerce, on fait sa publication d'annonce, d'arrêt d'activité, et c'est terminé. Alors la liquidation judiciaire, c'est quand même une procédure encadrée avec des administrateurs judiciaires, donc c'est quand même quelque chose qui s'impose à nous quand on est en cessation de paiement. Donc c'est pas une liquidation à l'amiable, mais c'est quand même quelque chose qui désormais sera rapide, et donc c'est une bonne chose pour le rebond des entrepreneurs. Et puis pour finir, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est de parler de la prime Macron qui a été reconduite, avec une petite contrainte supplémentaire, c'est que et elle sera conditionnée à la mise en place d'un plan d'intéressement. Donc en gros, on dit OK pour donner une prime jusqu'à 1 000 € sans charge, mais il faut que ça s'inscrive finalement sur un horizon un peu long terme où on va chercher à intéresser les salariés sur les résultats de l'entreprise. Voilà. Donc il y a un peu ces 3 choses qui sont intéressantes à noter sur 2020. Voilà donc un petit récapitulatif de tout ce qui change, qui vous est donné par Philippe Wagner. Et là, c'était pour les petites entreprises de moins de 5 salariés, la plupart du temps, et peut-être même de tout juste 1 salarié, donc vraiment pour les TPE. Philippe Wagner, vous êtes encore en mode start-up, on peut dire. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette entreprise Capitaine Contrat ? Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de passion, et moi aussi, je me suis découvert finalement cette passion, une passion qui était, on avait envie d'accompagner les TPE-PME dans leur développement. On avait envie de faire quelque chose pour les aider au quotidien, parce qu'on se rendait bien compte que c'était le berceau de l'emploi, le berceau de la croissance économique, et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Pas forcément le droit en tant que tel, ou l'administratif en tant que tel, mais en creusant finalement à droite, à gauche, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème sur la partie juridique et administrative, et c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dessus. Avec ce souhait de se dire, on est quand même dans un contexte global de simplification administrative, mais en même temps, l'État, lui aussi, on va dire, essaye de dégraisser un petit peu, parce que voilà, il y a quand même au niveau public, il y a quand même énormément de gens qui contribuent à toutes ces strates, on va dire, de complexité administrative. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on simplifie l'administratif en France, ça sera plus simple à gérer, ça coûtera moins cher à l'État. Mais quelque part, il y a une partie de cette complexité administrative qui est aussi déportée sur le chef d'entreprise. Et ça, c'est un problème. Et donc nous, on s'est dit, on va aider à gérer ça. Donc tout ce qu'on peut automatiser ou dématérialiser, on le fait avec Captain Contrat. Et on travaille de concert avec une centaine d'avocats partout en France pour les faire intervenir quand il y a besoin d'aller plus loin. Donc une fois que tout est automatisé, s'il y a encore besoin de rédiger un contrat, de recruter quelqu'un, on peut faire intervenir des avocats partout en France. Et du coup, comme ils gagnent du temps, puisqu'il y a une partie du travail qui a été faite de manière automatique, c'est des économies d'argent pour les dirigeants d'entreprise. Alors expliquez-nous un peu comment fonctionne votre plateforme, puisque c'est une plateforme Internet. Si on est artisan, comme les 4 autour de la table aujourd'hui, s'ils veulent, comment ils font? Il faut qu'ils adhèrent, c'est au coup par coup, comment ça se passe? C'est déjà, ça se veut assez moderne dans l'approche. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? On va sur comment s'appelle la plateforme? Captaincontra.com, donc c'est un site internet effectivement sur lequel il y a déjà plus de 1000 fiches pratiques qui sont gratuites dans tous les domaines du droit. L'idée, c'est déjà de se dire, les gens ont besoin de se renseigner avant de passer à l'action. Donc c'est la première étape et elle est entièrement gratuite. La deuxième étape, c'est de pouvoir accompagner du coup les créateurs d'entreprise, les dirigeants, les artisans à toutes leurs étapes de développement. Donc de la création d'entreprise,
en passant par le recrutement, le déménagement d'un siège social, la rédaction d'un contrat de sous-traitance ou un contrat commercial. Donc voilà, on va vraiment être présent à chacune de ces étapes. Jusque-là, c'est gratuit. Et donc au moment où vous avez par exemple besoin de faire rédiger un contrat, là on a pour chacun de ces besoins, on a une offre spécifique et le prix est donné à l'avance. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise comme ça pouvait être le cas généralement quand on fait appel à un avocat. Voilà, ça peut prendre plusieurs heures, on ne sait jamais le taux horaire, combien ça va coûter. Là, tout est transparent et c'est directement accessible en ligne. Alors justement, c'est pas un abonnement en fait. On consomme, j'allais dire, à la demande de ce que l'on veut faire, du contrat que l'on veut mettre en place ou de notre besoin, c'est ça? Alors, on a effectivement une réponse one shot, enfin à l'acte, pour chacun des besoins que j'ai listés. Et en complément de ça, on a lancé récemment un abonnement juridique qui coûte 19 € par mois et qui permet de poser autant de questions que vous voulez dans tous les domaines du droit. On a des juristes qui vont répondre et de pouvoir générer des documents assez simples du quotidien, je ne sais pas, une promesse d'embauche, un renouvellement de période d'essai, ce genre de choses. Donc on a créé finalement un kit de premier secours pour le patron, pour le dirigeant de TPE-PME, qui souvent est bien seul et a besoin d'aide sur ces sujets. Donc on a effectivement créé cet accompagnement par abonnement en complément à toutes les offres qu'on avait qui sont à l'acte. Alors là c'est pour le côté client, j'allais dire, grand public, si je puis dire, enfin, professionnel. Quel est votre modèle économique pour vous développer? Alors notre modèle économique il est simple. Du coup nous on a côté TPE-PME, on facture les prestations quand elles sont à l'acte, c'est-à-dire vous avez besoin de faire rédiger un contrat commercial ou de transférer un siège social, il y a un prix fixe. Et là-dessus, nous, on a des frais obligatoires pour les annonces légales, les frais de greffe, ce genre de choses. Et derrière, on récupère le reliquat et ça nous permet de payer les salaires de notre équipe. On est une 50aine de collaborateurs dans l'entreprise. Oui, c'est un joli démarrage en 5 ans à peine. Ouais, 6 ans, ouais, effectivement. Mais on est passé, comme la plupart des startups, par cette étape de levée de fonds. Donc forcément, ça permet d'aller plus vite aussi. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'enjeu est de taille, de pouvoir accompagner l'ensemble des TPE-PME en France. C'est un sujet qui est... il y a une profondeur, on va dire, de marché sur ce besoin d'accompagnement qui est assez important. Alors vous venez de parler de votre levée de fonds. Comment avez-vous procédé, avec qui vous a fait confiance? Alors déjà, sur les 2 premières années de notre développement, on n'a pas levé de fonds, c'est-à-dire qu'on était en autofinancement. On s'est dit c'est important de maîtriser ce qu'on fait avant de vouloir aller plus loin. Et ensuite, on a cherché à lever des fonds. Donc on s'est rendu sur la plupart des sites d'information, on s'est renseigné pour rencontrer des fonds d'investissement. Et là, c'est une forme d'opération séduction. On leur présente le projet, on leur dit voilà, à l'époque, on devait être 5 ou 6, donc mon frère et moi, plus des collaborateurs. Et puis on a dit voilà, on a besoin d'accélérer, on a envie d'accélérer, on a besoin de faire ça, de développer le produit, de développer de nouvelles offres, de recruter des avocats. Et donc, on a trouvé au bout d'un moment un fonds qui nous semblait avoir aussi les mêmes valeurs que nous. Je pense que c'est aussi quelque chose... Ce sont des investisseurs français? Oui. Oui, il y a notamment parmi lesquels BPI France, qui aujourd'hui finance quand même un certain nombre une grande partie des entreprises en France. Bien sûr. Ça, c'est un vrai soutien, c'est quelque chose de positif. Donc il vous a fallu pitcher, j'allais dire, devant pas mal de personnes? Oui, cette opération séduction, c'est effectivement, il faut présenter l'entreprise sous toutes ses coutures, pas uniquement ce qui va bien, quelque part on ouvre le capot, mais c'est quelque chose qui derrière, cette transparence finalement, quand on a des gens qui en face la valorisent, on en est récompensé et c'est comme ça qu'on a trouvé nos investisseurs. On a trouvé des investisseurs qui pensaient comme nous et qui voulaient aller au même endroit que nous. Alors du coup, vous avez dû abandonner une partie de vos pourcentages d'actionnaires, j'allais dire? Oui, mais je pense que... Alors moi, je me retrouve pas mal dans tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met peut-être un petit peu plus de côté la dimension financière et on a plus envie de faire quelque chose qui nous plaît, on a plus envie d'aventure. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse porte aussi beaucoup cette envie d'aventure, cette envie de créer. On la voit au quotidien. Et si d'ailleurs vous allez au Salon des entrepreneurs en février, vous verrez qu'il y a énormément de jeunes qui viennent là-bas. Enfin, c'est un peu l'aventure des temps modernes, cet entrepreneuriat. Donc
Donc quelque part, le fait de laisser un pourcentage de son entreprise à des investisseurs, ça fait effectivement pas très plaisir, mais c'est un mal nécessaire pour justement alimenter cette aventure, ce besoin d'aventure qu'on recherche dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ça peut faire peur, le fait de faire rentrer des investisseurs qu'on ne connaît pas, c'est ça surtout pour un jeune. Je pense que c'est important de bien les choisir pour que ça se passe bien. Maintenant, de se dire qu'ils vont avoir une partie de l'entreprise, ben, c'est le jeu et c'est quelque chose, on n'y est pas contraint, c'est un choix qu'on fait de manière délibérée. Alors pour vous développer, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter maintenant pour Capitaine Contrat? Ben, je pense que nous, aujourd'hui, on existe pour simplifier la vie juridique et administrative des TPE-PME. Donc on sait qu'on a encore de beaux jours devant nous sur ce sujet, puisque même si on simplifie globalement au niveau du gouvernement, il y a quand même une volonté de simplifier, on est encore loin du compte. Donc nous, on va y arriver. Ce qui est important, je pense, c'est que les gens aient de plus en plus le réflexe d'aller consulter des articles sur Internet, essayer de trouver des réponses à leurs questions, et par ce biais, ils pourront nous trouver et on pourra les accompagner. On va demander à nos invités du jour qui sont autour de cette table ce qu'ils en pensent. Alors peut-être on va commencer avec Catherine Montesantos parce que vous voyez hocher la tête. Oui. Ça vous plaît? Bien, moi, ce qui me plaît cette surtout, proposition, c'est la passion, enfin la façon passionnée dont il en parle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah oui, il pense comme nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les choses avec passion, tout va mieux, tout va bien et on a des projets. Et finalement, il pourrait très bien signer un contrat de partenariat avec l'U2P, par exemple, pour apporter des services aux artisans qui adhèrent. À envisager, j'en parlerai. Voilà. Yves et Liv, vous aussi, vous hochez la tête, ça vous plaît? Oui, bah, ça vient bien illustrer les propos que je tenais tout à l'heure quant à la jeunesse et à l'entrepreneuriat aujourd'hui en France. Et puis à se soulager des tâches administratives, comme vous disiez. Voilà, l'odeur des tâches administratives et normatives. Donc ils ont bien cerné le problème et ils ont donné une réponse qui me paraît pertinente. Moi, ça m'appelle deux commentaires. Le premier, c'est qu'en France, on a des chambres de commerce et des chambres de métiers dont ça aurait été le rôle. Et ça soulève le problème de l'efficacité des pouvoirs publics en la matière, puisque normalement, c'est quand même un rôle qui était dévolu à ces organismes publics-là. Donc, mais c'est bien qu'ils y répondent. Par contre, il a parlé beaucoup de simplification, et ça aussi, ça me parle beaucoup, parce que je vais quand même attirer l'attention sur le fait que le gouvernement simplifie beaucoup, mais aussi beaucoup de nos fournisseurs, par exemple, simplifient beaucoup. On passe les commandes en ligne, on fait tout en ligne, mais ça veut dire que nous, ça nous simplifie pas la tâche, parce que on est au bout de la chaîne, nous. Moi, quand je fais le boulot de mon fournisseur parce qu'il a simplifié en ligne, quand je fais le boulot du gouvernement, ben, un vrai souci aussi dans les entreprises artisanales, cette simplification administrative par l'informatique, en fait, alourdit le travail administratif des artisans qui sont au bout de la chaîne. Voilà. Et donc ça, c'est le petit plus malgré tout. Yves, Serge Lecroller, vous faites appel à... Comment vous faites pour votre gestion de tous les jours? Ma gestion de tous les jours, c'est ma femme qui le fait, parce qu'elle a des notions de comptabilité. Voilà. Et après, c'est mon comptable. Et puis pour mes fournisseurs, j'appelle par téléphone. Donc tout se fait par téléphone, rien par Internet? Rien par Internet pour l'instant. Si, quelques trucs, par exemple pour la commande de mes pantoufles, et puis une commande de plaques que je fais pour une résidence de copropriété. Voilà, donc vous avez bien compris, si vous avez envie de réécouter les mesures spécifiques dédiées aux petites entreprises, eh bien réécoutez cette émission sur Facebook, page Barre de l'économie. Et puis si vous avez envie de bénéficier des avantages qu'offre l'U2P, auquel, si vous êtes commerçant, artisan, de toute façon vous adhérez, si vous êtes bien sûr adhérent de votre propre syndicat, eh bien contactez sinon soit Catherine Montesantos directement, qui est installée en Val d'Oise, eh bien, ou simplement l'un de nos invités de ce jour. En tout cas, pour ma part, moi je vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et merci à tous pour votre présence en studio ce matin. Merci. Merci.